Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un premier regard sur les cartes mères Z490 d'Intel. Normalement, vous devriez être spammé de vidéos à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'on peut enfin parler de justement ces cartes mères. Les benchmarks et reviews, on va dire de manière générale, arriveront plus tard toutefois. Donc ici, c'est surtout voir justement ce qu'il y a de nouveau avec les cartes mères. Donc j'en ai deux ici. Deux de chez Asus. J'aurais dû en avoir d'autres, mais malheureusement, vu ce qui se passe en ce moment, il y a un petit peu des problèmes de logistique, dirons-nous. Donc, j'ai une TUF de chez Asus, qui est d'ailleurs à peu près l'équivalent de la carte mère TUF en X570 que j'ai sur ma table de bench. Donc ça nous donnera une parfaite comparaison pour les benchmarks qui arriveront plus tard. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. Et on a aussi quelque chose d'un peu plus spécifique ici. Nous avons la Strix eGaming, qui est en gros le modèle ITX, tout simplement, de la Z490 de chez Asus. Et là, ça devrait être plutôt intéressant parce que j'ai justement le NZXT H1, je vous rappelle, boîtier mini TX. Donc ça permettra de voir justement si cette carte mère est parfaitement capable d'accepter les plus gros Core i9 justement de Intel. Alors comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, ces nouvelles cartes mères utilisent un nouveau socket, c'est le socket 1200 pour information, alors qu'avant c'était le 1155. Et il est assez similaire, notamment par exemple vos refroidissements, si vous avez du water cooling ou autre chose, fonctionnera toujours dessus. Il n'y aura pas besoin d'avoir de kit pour monter différemment autre chose, ça fonctionnera directement. Vous pouvez utiliser le kit actuel Intel, mais les processeurs de 9e génération et encore avant ne fonctionneront pas sur ces cartes mères, il faut le préciser. Ok, je vous propose de commencer par la TUF, parce que c'est une que vous verrez souvent. On ouvre la boîte, évidemment, on est directement accueilli par la carte mère. On va la mettre de côté pour le moment, il y a des gros reflets, vous ne voyez pas forcément sur la caméra du dessus. D'ailleurs, c'est une occasion parfaite de justement utiliser la caméra avec vue aérienne, comme ça on peut voir parfaitement ce qu'il y a dans la boîte. Donc on a l'IO Shield, donc c'est la plaque que vous mettez à l'arrière du boîtier évidemment. Nous avons aussi un petit kit de fixation qui est pour un ventilateur apparemment. Je vois Asus Fan Holder, ok. Nous avons aussi des câbles SATA, très important évidemment. Des vis supplémentaires pour fixer les M.2. Alors, il y en a exactement selon le nombre de M.2 que vous avez sur la carte mère, donc il ne faut pas en perdre, faites attention. Ainsi qu'un petit pad thermique pour un SSD M.2, mais genre vraiment un tout petit pad thermique. Je suppose que c'est pour combler un endroit en particulier. Et vous avez également l'antenne Wi-Fi parce que, évidemment, cette carte est équipée d'une carte Wi-Fi directement intégrée sur la carte mère. Et du coup, vous avez la petite antenne habituelle Asus que vous retrouvez sur pas mal de modèles depuis pas mal de temps. À tenir compte qu'évidemment, cette carte mère est compatible Wi-Fi 6, vu que c'est à peu près la norme en ce moment. Ok, maintenant je vous propose de découvrir justement la carte mère. La voici donc. Donc, on voit évidemment directement le nouveau socket 1200 qui est au centre, ainsi qu'un assez impressionnant refroidissement pour les VRM, et puis les différents slots PCI Express, ainsi que les deux slots M.2. Et je vous propose de la mettre à plat justement pour mieux voir. Donc la voici à plat. Donc nous avons le nouveau socket 1200 qu'on peut ouvrir un petit peu pour voir un petit peu mieux avec ces 1200 nouveaux pins du coup. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc au final, d'un point de vue taille, il est très similaire à l'ancien socket 1155. Comme j'ai dit, les kits de fixation pour tous vos water cooling et tout ça sont les mêmes. Vous n'avez pas besoin de changer. Du coup, c'est un petit peu dommage de voir ce changement de socket, évidemment, parce que ça veut dire que si vous voulez passer à cette nouvelle gène, vous devrez changer de carte mère. Mais du coup, je vous propose de voir un petit peu si ça justifie encore une fois. Ensuite, on a l'énorme étage d'alimentation avec écrit TUF Gaming ici. Petit accent jaune toujours avec la gamme TUF. Assez haut, mais il y a toujours l'espace qu'il faut évidemment pour tout ce qui est water cooling et tout ça. La plupart aussi des refroidissements à air devraient passer. D'ailleurs, vous pouvez voir que le premier slot est un slot x1, ici en PCI Express. C'est-à-dire que même des grosses cartes graphiques qui seront ici avec un gros refroidissement devraient sans problème passer aussi. Cette plateforme utilise toujours le PCI Express 3.0, donc ça veut dire que le slot x16 que vous avez ici pour la carte graphique, oui, vous ne pouvez pas profiter notamment des nouveaux SSD en PCI Express 4.0 et vous ne pouvez pas profiter, ou vous profiterez moins de peut-être plus tard, dans quelques années, des cartes graphiques qui utiliseront pleinement le PCI Express 4.0. Donc c'est évidemment fort dommage. On pourrait même se demander pourquoi Intel a fait ça, mais en attendant, je vous propose de continuer sur la visite un petit peu de la carte mère. Ce n'est évidemment pas la faute d'Asus ici si Intel a décidé de rester avec du PCI Express 3.0. Eux, ils sont juste là pour designer une carte mère qui tire le plus profit de ces nouveaux processeurs. Au final, un design assez classique. Il n'y a pas vraiment de choses qui me sautent aux yeux ici.
On a 2 ports SATA ici, 4 autres par ici. On a l'audio qui est séparé sur son propre petit bout de PCB. Nous avons les 4 slots de RAM jusqu'à 4600 MHz pour information, jusqu'à 128 Go, ce qui est largement suffisant. Plusieurs connecteurs RGB. Donc là, c'est un 12 volts, un 5 volts, un 12 volts. Et il doit avoir un deuxième 5 volts caché quelque part peut-être. Pour le processeur, on a un 8 pins plus un 4 pins. Donc ça devrait, surtout si l'étage d'alimentation suit, donner suffisamment d'électricité pour à peu près n'importe quel processeur mis dans cette carte mère. Et sinon, à l'arrière, vous avez des sorties vidéo, donc DisplayPort, HDMI. Vous avez là les meilleurs ports USB, donc vous avez un type A et un type C. C'est des 3.2 Gen 2. Merci le consortium USB pour ces noms qui portent à confusion. C'est la norme la plus rapide jusqu'à l'heure actuelle, donc nos problèmes ici. 2 autres ports USB 3.0 ainsi qu'un PS2 qui continue de faire de la résistance. C'est un combo d'ailleurs, donc vous pouvez brancher aussi une souris. 2 autres ports USB Ethernet, c'est de l'Ethernet 1 Go pour information. L'antenne Wi-Fi justement qui se branche ici. Et puis toute la solution audio avec aussi un audio optique. Et franchement, c'est à peu près tout ici. Ce sera évidemment très intéressant de voir ce que ça donne d'un point de vue performance. Il y a évidemment toutes les suites de logiciels Asus qui peuvent rajouter une petite plus-value, mais c'est quelque chose qu'on verra dans une prochaine vidéo. Ensuite, nous avons la toute petite ROG Strix Z490 e-gaming qui vient dans cette toute petite boîte. Donc celle-là, ce sera certainement une très populaire dans tout ce qui est config de petite taille pour justement avoir les meilleurs, justement les plus gros des processeurs de cette génération. Du coup, évidemment, on est accueilli directement par la carte mère et puis nous avons les accessoires cachés par en dessous. Port SATA, petits d'ailleurs, ils sont plus courts, j'ai l'impression. Donc ça peut être plutôt pratique. Un connecteur RGB en plus. Nous avons l'antenne Wi-Fi qui est, comme vous pouvez voir, assez similaire à celle qu'on avait sur la TUF. Asus utilise depuis maintenant quelques générations exactement la même antenne. Et j'ai déjà essayé, elles sont d'ailleurs rétrocompatibles entre elles. Donc ça peut être pratique. Si vous en avez perdu une, vous pouvez en racheter une facilement. Vous avez aussi encore plus de ports SATA, ce qui est assez étonnant sur une petite carte comme ça. Vous avez un petit peu de swag, un petit peu... Est-ce que c'est juste un petit truc de fixation ROG que vous pouvez mettre sur votre porte-clés? Ça peut être sympa. Vous avez aussi quelques... Alors, comment on appelle en France? Nous, c'est des colsons qu'on appelle ça. Des petits serre-câbles, oui, voilà, des serre-câbles. Donc, pour faire justement du cable management, ce qui va être important dans un boîtier justement Mini-TX. Vous avez un autre connecteur qui est étonnamment très bien protégé, ce qui m'étonne assez bien. Et c'est tout simplement, ok, c'est un connecteur de front panel. Donc ça vous permet de connecter tout ce qui est panel frontal directement dans la carte mère. Et ce qui a l'avantage, c'est que ça vous fait une petite extension. Fixation d'SSD M.2 et encore plus de fixation d'SSD M.2. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont séparé en deux trucs comme ça. Ok, c'est à peu près tout. On peut la mettre de côté justement. Voici donc la carte mère qui est vraiment, mais alors, toute petite. Si je compare justement à la TUF ici, vous voyez que ça prend pas beaucoup de place. Globalement, à peu près la place du socket ici sur la TUF. Mais ici, évidemment, c'est une carte mère Mini-TX. Ce n'est pas une DTX ou autre chose que fait aussi Asus. Donc, vous n'avez pas un slot supplémentaire ici. Vous avez seulement le slot PCI Express x16 pour une carte graphique, évidemment. Nous avons d'ailleurs tous les SATA. Alors, tous les connecteurs, vous pouvez voir, sont d'un seul côté, ce qui est important sur les boîtiers justement Mini-TX. Comme ça, vous pouvez brancher tout. Donc, vous avez le connecteur 24 pins justement pour la carte mère. Là, c'est de l'USB type C interne. Vous avez l'USB 3.0 interne aussi. 4 SATA ici. Vous avez également aussi l'alimentation du processeur qui, elle, se fait ici. Vous avez un 8 pins ainsi que pas mal, vraiment pas mal en fait, de possibilités de connecter des ventilateurs pour une carte aussi petite. Franchement, c'est assez étonnant. Vous avez aussi le module DIMM.2 qui est en gros un module où vous pouvez mettre plusieurs SSD M.2 et qui rajoute aussi quelques autres fonctionnalités, notamment vous avez, ça se voit peut-être pas beaucoup parce que c'est vraiment petit, un connecteur RGB 5 volts ici. Vous voyez que c'est très compact. On a aussi un assez gros refroidissement en réalité pour les VRM, donc un petit radiateur ici. On a aussi un heat pipe, ça se voit peut-être pas beaucoup pour vous, mais il y a un heat pipe un petit peu ici, on le voit dans le coin là. Voilà, on le voit briller comme ça. Et c'est connecté à un autre radiateur qui est juste ici en dessous. Et là, vous avez une petite grille, ainsi qu'une partie en métal ici qui doit faire partie justement du reste du refroidissement des VRM. Donc, très compact, mais il y a la place qu'il faut normalement pour à peu près les refroidissements
justement que vous pourriez mettre sur une carte mère Mini TX, donc tout ce qui est petit refroidissement à air ou même justement water cooling. Il faudra que je vois aussi si elle passe à peu près bien dans justement le boîtier de chez NZXT. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est justement la hauteur ici. Peut-être plutôt que ça revient assez loin, mais je suppose qu'ils ont fait en sorte que ça passe dans le maximum de boîtiers ici. Et le boîtier de NZXT est assez particulier dans ce sens. Alors, les deux slots de RAM ici sont assez particuliers d'ailleurs. Vous en avez évidemment deux sur une carte Mini TX parce que vous n'avez pas la place pour plus. Mais ils supportent, pour information, de beaucoup plus haute capacité que justement par exemple la TUF. Donc la TUF c'était 4 slots pour 128 Go au total. Ici vous avez 128 Go sur 2 slots parce que cette carte mère peut supporter, et c'est apparemment une exclusivité Asus, je ne le savais même pas, des barrettes de 64 Go. Donc c'est même, en réalité ça va un petit peu plus loin, c'est plus comme s'ils avaient mis deux barrettes ensemble en une seule barrette. Et du coup, c'est deux barrettes en quelque sorte de 32 Go mises ensemble pour faire une barrette de 64 Go et vous pourrez en mettre deux, 128 Go. Donc, pour ceux qui pourraient se dire « Oh, pas assez de slots de RAM », moi, ça devrait suffire, je pense. Personne, je pense, n'a besoin de vraiment 128 Go de RAM. Bon, presque personne, je suppose. Et puis finalement, on a évidemment tout ce qui est à l'arrière. Donc, encore une fois, tout ce qui est port vidéo. Nous avons aussi un reset pour le CMOS. Donc, ça, c'est plutôt sympathique de l'avoir, surtout pour une carte Mini TX, parce que bonne chance pour y accéder quand vous avez fini de monter. Donc ça permet de reset le BIOS, pour information. Vous avez pas mal de ports USB, on en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour information, celui-là permet aussi de flasher le BIOS. Donc si vous mettez une clé USB avec votre image de BIOS dessus, vous pouvez maintenir le bouton ici pour justement le flasher. Donc ça, c'est le flashback de chez Asus. Donc c'est plutôt pratique, justement, encore une fois, pour une carte Mini TX. Et ensuite, on a le port réseau, justement, Ethernet, qui, si je ne m'abuse, est aussi en 1 Go. Il faudra que je revérifie ça. Ainsi que le même combo de port USB type A et type C que vous avez sur la TUF, avec la toute dernière norme USB, qui est le 3.2 Gen 2. Je vous jure, qu'est-ce qu'ils ont pris quand ils ont décidé ça. Ainsi que les deux ports pour l'antenne Wi-Fi que vous devez visser, évidemment. Ainsi que la sortie audio, 3 jacks. Vraiment compact, en tout cas comme petite carte. Vous n'avez rien à l'arrière pour ceux qui se demandent, à part évidemment la plaque de rétention du socket. Donc pas de slot M.2 caché à l'arrière. Tout est à l'avant ici, mais vous pouvez mettre deux SSD M.2. Donc pour la plupart des gens, c'est largement suffisant. Et évidemment, vous avez les 4 ports SATA pour étendre encore plus. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour le tour de ces deux cartes mères. Donc encore une fois, par rapport au Z390 ici, d'un point de vue fonctionnalité qu'a offert Intel, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés à part le Wi-Fi 6.0 s'il est inclus avec votre carte mère. Mais globalement, vous avez à peu près le même nombre de ports USB, c'est la même norme USB, toujours le PCI Express 3.0. Ce qu'on, évidemment, pourra voir, c'est les fonctionnalités qu'a pu apporter Asus, en tout cas sur ces cartes mères. Vous avez notamment la Strix qui a accès à l'AI overclocking et même maintenant l'AI fan. Donc en gros, ça régule automatiquement selon notamment l'AI overclocking va overclocker automatiquement votre processeur pour avoir la meilleure fréquence et tout. Donc ça, c'est quelque chose que, selon moi, est très intéressant parce que tout le monde n'est pas prêt à commencer à bidouiller dans le BIOS pour avoir la meilleure fréquence. Des fois, juste appuyer sur un bouton pour faire tout le travail, ou en tout cas 80%, voire même 90% du travail à votre place, c'est quand même plaisant. Et vous avez la même chose avec les ventilateurs. Ça, je serais curieux de voir ce que ça donne pour les ventilateurs parce que il y a beaucoup de marques qui aiment bien mettre AI partout dans leur titre. Donc, à voir si vraiment c'est intelligent ou juste genre pré-programmé. Donc ça, ce sera une autre vidéo qui arrivera. Le test de performance sera certainement sur la TUF quoi qu'il arrive. Parce que j'ai la même, comme j'ai dit, en X570. Donc ce sera intéressant de les comparer directement. Si vous ne voulez pas manquer ces vidéos, n'hésitez pas justement à vous abonner à la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo de présentation un petit peu de la plateforme Z490 et de ces deux cartes mères en particulier, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et si vous avez des questions ou autre chose, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci à tous et je vous dirai à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!